Salut à toi, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, c'est le début d'une série de vidéos sur le système nerveux avec pour commencer aujourd'hui la pierre angulaire de celui-ci, le neurone. Le neurone, c'est une cellule comme toutes les autres cellules du corps humain, mais qui possède quelques particularités qui le rendent particulièrement intéressant. Par exemple, est-ce que toi aussi, jusqu'à aujourd'hui, tu pensais que l'intelligence n'était que le reflet du nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau humain? Oui, dans cette vidéo, on va lutter contre beaucoup d'idées préconçues, et je vais tenter de t'apprendre quelques petites choses sur ce type cellulaire. Allez, tu es prêt? C'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Le neurone est l'un des deux types cellulaires qui composent le tissu nerveux. L'autre type cellulaire du système nerveux est appelé cellule gliale. Les cellules gliales, je vous en parlerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Leur but, c'est de soutenir, nourrir et protéger les neurones. Car les neurones sont les réelles cellules excitables du système nerveux. Le neurone est composé de trois parties que je vais vous détailler. On peut compter le corps cellulaire, les dendrites et l'axone. Le corps cellulaire, c'est l'équivalent de la cellule humaine dont j'ai parlé dans l'épisode qui lui est dédié. Il est composé d'un noyau qui contient l'ADN du neurone, le même que dans toutes les cellules du corps humain, de mitochondries, de l'appareil de Golgi ou de réticulum endoplasmique. Les fonctions remplies par ces organites cellulaires sont globalement équivalentes à celles de la cellule humaine classique. Les dendrites, qui sont parfois nombreuses, peuvent être comparées à des antennes. Il s'agit de ramifications en forme d'arbre dont le nombre varie d'un neurone à l'autre et qui contiennent du cytoplasme, le liquide dans lequel baignent les organites cellulaires. La dendrite est délimitée par une membrane cellulaire, la même que celle des autres cellules animales classiques, qui est composée d'une double couche de phospholipides. Je vous ai déjà expliqué l'anatomie et la fonction de cette bicouche phospholipidique dans la vidéo sur la cellule. J'imagine que vous l'avez regardée maintenant. Les dendrites sont connectés aux autres neurones via la synapse, dont je vous parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Si les dendrites sont des antennes qui reçoivent des informations des autres neurones, l'axone est quant à lui l'émetteur qui permet de transmettre à son tour des informations aux neurones proches. Il s'agit d'un prolongement cellulaire généralement plus long que les dendrites, de forme cylindrique, qui démarre donc du corps cellulaire et se termine par une synapse ou par une ramification suivie de synapses, qui sont les connexions entre plusieurs neurones. Cette synapse va contacter les dendrites d'autres neurones. L'axone présente la particularité de ne pas comporter de réticulum endoplasmique rugueux. Il n'y a donc pas de synthèse de protéines au niveau de l'axone du neurone. Comme aucune protéine n'est synthétisée au niveau de l'axone, il faut que ces protéines soient transférées depuis le corps cellulaire pour être ensuite envoyées vers la partie la plus lointaine du neurone. Sachant que certains neurones mesurent plus d'1 mètre de longueur, vous imaginez la difficulté de ces cellules pour survivre. Mais alors comment faire et élaborer un système de vascularisation interne à ces neurones? Ça paraît compliqué. Le neurone étant une cellule en lui-même, il paraît compliqué d'avoir des sous-types de cellules internes qui lui permettent de se nourrir. Il existe par contre au niveau de l'axone un système de transport effectué par des protéines et que l'on appelle transport axonal rapide. Ce transport, qui utilise de l'énergie sous forme d'ATP, permet de transporter des matières depuis le corps cellulaire vers les synapses au bout de l'axone à la vitesse maximale de 40 cm par jour. 40 cm par jour, ça semble plutôt faible, mais sachant que le corps cellulaire du neurone mesure moins d'un dixième de millimètre, c'est quand même plutôt impressionnant, non? Le neurone que je vous ai présenté dans le chapitre précédent est un neurone type. C'est classiquement comme ça qu'on le représente dans les livres pour en apprendre l'anatomie. Mais en réalité, il existe plusieurs types neuronaux qui possèdent certes des modes de fonctionnement équivalents, mais qui ont des formes parfois diamétralement opposées. Ce neurone classique, qui représente le premier type, est un neurone multipolaire. Ce type de neurone comporte généralement plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dendrites, et se prolonge par un unique axone. Ce neurone multipolaire est le composant d'une majeure partie de l'encéphale et du système nerveux central. On trouve ensuite les neurones bipolaires, qui sont des cellules composées d'une seule dendrite principale et d'un seul axone, que l'on représente de cette façon. On trouve ces neurones par exemple dans la rétine. Vous vous souvenez de cette image que j'ai utilisée dans l'épisode sur l'œil? Je vous place le lien dans le coin de l'écran. Si vous êtes curieux, allez voir cette vidéo, vous allez y apprendre des choses. Enfin, le neurone unipolaire ne présente qu'un prolongement cellulaire qui se sépare ensuite en deux parties qui se ressemblent très fort, au point de ne pas savoir de quel côté se situe la dendrite et de quel côté se situe l'axone. En réalité, ceci n'est que théorique, car une fois la fonction du neurone connue, le sens du courant qui le traverse devient évident, et donc la différenciation entre dendrite et axone également. On trouve ces neurones dans les ganglions sensitifs. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Le neurone est une cellule humaine qui possède des capacités électriques, un peu comme la cellule musculaire dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Cette capacité du neurone de transmettre de l'électricité est obtenue grâce à différents mécanismes que je vais vous expliquer ici. Le premier, c'est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Cette capacité est spécifique à la cellule animale et est due à la présence au travers de la membrane de certaines protéines de transport. Vous vous souvenez, j'avais abordé brièvement cette capacité de la membrane cellulaire dans l'épisode sur la cellule humaine. Eh bien aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans cette explication. D'abord, je vais vous parler de deux ions que sont le potassium, que l'on note K+, en raison de son nom latin kalium, et le sodium, que l'on note Na+, en raison de son nom latin natrium. Ces deux ions sont présents en très grand nombre dans le corps humain, mais leur place est principalement régulée par les cellules. Le K+ est un ion qui est principalement trouvé à l'intérieur de la cellule, alors que le Na+ se situe surtout dans le liquide extracellulaire, donc en dehors de la cellule. Les mécanismes qui permettent de maintenir ces concentrations différentes en ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule sont complexes et variés, mais je vais vous parler d'une molécule particulière qui à elle seule permet d'expliquer le potentiel d'action du neurone, le transporteur Na+K+. Cette molécule est une protéine transmembranaire, donc qui transperce de part et d'autre la membrane de la cellule, et qui a une fonction bien précise. Elle permet de faire entrer dans la cellule 2 ions K+, en échange de 3 ions Na+, qui sortent de la cellule. Cette action de la protéine consomme de l'ATP, la monnaie d'échange énergétique de la cellule. Et c'est ici que se joue une partie du potentiel d'action de la cellule. Comme les ions Na+, et K+, sont chargés électriquement, ils transportent une charge positive. Et vous aurez remarqué que cet échange à travers la membrane n'est pas équitable, car 2 charges positives entrent pour 3 charges positives qui sortent de la cellule. Ainsi, au fur et à mesure du fonctionnement de cet échangeur d'ions, il se crée une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, avec l'intérieur de la cellule qui se charge négativement et l'extérieur de la cellule qui se charge positivement. La différence de potentiel dans un neurone est mesurée à environ moins 70 mV. On utilise le signe négatif par convention car on calcule la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane cellulaire. Et cette différence de potentiel explique pourquoi le neurone est capable de transmettre des messages aussi rapidement. Vous imaginez, s'il n'existait dans les neurones que le système de transport axonal rapide, lorsque votre cerveau demande à votre pied de se lever pour avancer, il vous faudrait attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour effectuer cette action. Et encore, plusieurs heures pour coordonner d'autres mouvements et effectuer un seul pas. Plutôt compliqué, non? En tout cas, c'est difficilement compatible avec la vie. Lorsqu'un neurone reçoit un message électrique, le stimulus qu'il reçoit provoque une ouverture de canaux ioniques. Ces canaux sont également des protéines transmembranaires qui laissent passer sélectivement le sodium ou le potassium, mais ici uniquement un type d'ion particulier. Lorsque la cellule reçoit un stimulus électrique, ceci produit en premier lieu l'ouverture de canaux à sodium. Comme le sodium est surtout présent à l'extérieur de la cellule, celui-ci entre en grand nombre à l'intérieur de la cellule nerveuse. Cet afflux massif de charges positives va provoquer une inversion du potentiel de membrane, que l'on appelle dépolarisation, et l'intérieur de la membrane va alors devenir chargé positivement par rapport à l'extérieur de la cellule. Cette dépolarisation provoque ensuite l'ouverture d'un autre type de canal, le canal à potassium. Comme le potassium est présent au repos surtout à l'intérieur de la cellule, celui-ci va rapidement sortir de la cellule pour se concentrer à l'extérieur de la cellule. Cette sortie rapide d'ions chargés à nouveau positivement va provoquer une nouvelle modification du potentiel de la membrane qui redevient chargé négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. On appelle cette phase la repolarisation. Les différents canaux ioniques se ferment alors car le potentiel de membrane s'est plus ou moins rééquilibré. Oui, mais voilà. La mission est accomplie, le signal électrique est transmis. Mais cependant, nous sommes face à un problème. Oui, car le sodium se trouve à présent à l'intérieur de la cellule et le potassium à l'extérieur de la cellule. Or, cette situation n'est évidemment pas tolérable car pendant cette phase, le neurone n'est plus excitable, il ne fonctionne plus. À ce moment, que l'on appelle période réfractaire, car le neurone est transitoirement plus excitable, les transporteurs sodium-potassium se remettent en état de marche et reprennent le transport coordonné de 2 ions K+ vers l'intérieur de la cellule en échange de 3 ions Na+ vers l'extérieur de la cellule. Tout se remet en place, le potentiel d'action de repos se reforme et le neurone est à nouveau prêt pour recevoir un nouveau stimulus et transmettre son information. Et tout ce phénomène qui se produit dans le neurone, dépolarisation, repolarisation, période réfractaire, eh bien ça dure environ 1/1000 de seconde dans les plus grands neurones. Ça veut dire que sur une seule seconde, un gros neurone peut recevoir et transmettre jusqu'à 1000 influx électriques les uns à la suite des autres. Et oui, plutôt impressionnant comme mécanique, vous ne trouvez pas ? Cette dépolarisation progresse ainsi alors de proche en proche, le long de l'axone, jusqu'à arriver au niveau des synapses pour passer alors au neurone suivant. Enfin, ça en tout cas, c'est la théorie.
car en pratique, une dépolarisation qui progresse de canal en canal le long de la longueur de l'axone, c'est franchement un peu long pour provoquer des mouvements coordonnés, vous trouvez pas? Cette propagation de l'influx électrique est ce qu'on appelle la conduction continue, et c'est ce qui existe dans les plus petits neurones, comme les neurones qui transmettent les informations douloureuses par exemple. Dans le cas d'une douleur de dent, le signal n'a pas besoin d'être transmis à toute vitesse entre la dent et le cerveau. Le patient aura largement le temps de se rendre compte qu'il a mal à une dent. Par contre, dans le cas d'un mouvement réflexe, ou pour conduire une voiture par exemple, il est important que les mouvements soient coordonnés avec efficacité, rapidité et précision. Ceci est rendu possible grâce à un type cellulaire bien particulier que l'on appelle les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique ou les oligodendrocytes dans le système nerveux central. Nous reviendrons sur cette division entre système nerveux central et périphérique dans un prochain épisode sur le système nerveux. Ces cellules vont venir s'enrouler autour de l'axone des neurones afin de les isoler électriquement et de permettre une conduction saltatoire de l'influx électrique. Pour comprendre ce mécanisme, imaginez-vous un très long câble électrique dénudé dans lequel passe un courant électrique. Si vous touchez le câble, eh bien vous prenez un coup de jus, bien évidemment. Ici, les cellules de Schwann et les oligodendrocytes vont jouer le rôle de plaques de caoutchouc qui vont entourer certaines zones du câble électrique pour les isoler. Si vous attrapez le câble par ces zones de caoutchouc, le courant ne passe pas à travers et ne vient pas vous traverser vous non plus. Mais si vous touchez les zones entre les plaques de caoutchouc, le courant peut passer à travers vous et vous électrifier. Et c'est exactement ce qu'il se passe sur les gros neurones, où les axones sont recouverts de façon intermittente par ces cellules, qui vont alors en isoler de très longues portions. Les cellules produisent autour des zones isolées des gaines de myéline. Le courant électrique qui traverse l'axone, plutôt que de se propager de proche en proche comme dans une conduction continue, va plutôt sauter de zones non myélinisées en zones non myélinisées et parcourir le trajet de l'axone de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite que dans un neurone qui transmet la douleur par exemple. Cette conduction est également bien plus intéressante au niveau énergétique, car elle permet d'économiser beaucoup d'énergie nécessaire aux canaux ioniques et aux protéines qui transportent les ions. Enfin, en tout cas, si toute la longueur de l'axone devait être dépolarisée. Dans les plus gros axones, grâce à cette gaine de myéline, la vitesse de conduction peut atteindre 100 mètres par seconde. Vous imaginez, ça fait 1 km en 10 secondes à peine dans les plus grosses fibres nerveuses. Mais dans tout ce joli système que je viens de vous décrire, il reste encore une inconnue. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la plupart des neurones ne se touchent tout simplement pas. Je vais passer rapidement le cas des synapses électriques, qui sont en réalité des connexions directes qui existent entre certains neurones, et où l'influx électrique passe directement par ces connexions entre un neurone et le suivant, et parfois dans les deux sens, pour aborder le cas principal que l'on trouve dans le système nerveux, la synapse chimique. Pour passer d'un neurone à l'autre, l'influx électrique se heurte à un mur. Entre le neurone d'origine et le neurone cible se trouve ce que l'on appelle une synapse. Une synapse, c'est une séparation entre deux neurones qui mesure environ 20 à 30 nanomètres et dans laquelle on trouve du liquide extracellulaire. Ça veut donc dire que l'influx électrique ne peut pas passer directement d'une cellule à l'autre, car l'influx électrique ne peut pas passer à travers le liquide extracellulaire directement, il a besoin du support qu'est la membrane cellulaire pour avancer. On divise la synapse en neurones présynaptiques, c'est-à-dire le neurone dans lequel le courant arrive, et en neurones postsynaptiques, c'est-à-dire le neurone dans lequel le signal électrique va se propager ensuite. Dans le neurone présynaptique se trouvent des petites vésicules remplies de neuromédiateurs. Ces petites vésicules ont été transportées depuis le corps de la cellule vers le bout de l'axone par le transport axonal rapide dont j'ai parlé précédemment. Ces vésicules sont délimitées par des phospholipides, comme ceux qui constituent la membrane cellulaire. Lorsque le potentiel d'action parvient au bout de l'axone du neurone présynaptique, il produit une ouverture des canaux à sodium, comme dans le reste du neurone, mais également de canaux à calcium. Ces canaux produisent l'entrée de calcium à l'intérieur de la cellule, et ce calcium provoque la fusion des petites vésicules de neurotransmetteurs avec la membrane cellulaire. Le contenu de ces petites vésicules se retrouve donc dans l'espace synaptique et va être capté par le neurone postsynaptique. Au niveau de ce neurone postsynaptique se trouvent des récepteurs spécifiques qui permettent de détecter la présence dans le liquide synaptique des neurotransmetteurs. Une fois le neurotransmetteur détecté par le récepteur, une entrée de sodium se produit également dans la cellule postsynaptique, ce qui déclenche le potentiel d'action dans cette cellule et donc la propagation de l'influx électrique qui commence. Bon, cette explication que je viens de vous donner est certes particulièrement simplifiée, car en réalité, en fonction des neurotransmetteurs, les effets sur le neurone postsynaptique seront bien entendu différents. Mais cette explication basique vous permettra de comprendre les prochaines vidéos que je vais vous faire sur le sujet. L'important à savoir, c'est que l'influx électrique est transformé en message chimique au niveau des synapses. Et c'est au niveau de cette transmission que l'on pourra jouer avec certains médicaments, comme par exemple les antidépresseurs. Et justement, les antidépresseurs, je vous en ai parlé dans la vidéo dédiée à la dépression que je vous place pour rappel ici au-dessus.
Bon voilà, on va s'arrêter là, je pense que vos cerveaux et le mien d'ailleurs sont déjà suffisamment en ébullition pour aujourd'hui. Vous l'avez vu, le neurone est donc un type cellulaire particulier dont le mode de fonctionnement est particulièrement adapté à sa fonction de transmission rapide d'informations. N'oubliez pas de voir, revoir et évidemment partager cette vidéo pour en tirer le plus d'informations possible. Et oui, car très bientôt j'y ferai de nombreuses références dans des vidéos plus avancées sur le sujet du système nerveux. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose, qu'elle a ouvert votre curiosité. Si c'est le cas, eh bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un pouce bleu si le sujet vous a plu, à me laisser un commentaire positif ou négatif si vous avez appris quelque chose, et bien entendu, le plus important, à vous abonner à la chaîne pour me permettre de continuer de la développer. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, moi je retourne à mon travail, salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Bye.